Bonjour, c'est l'heure du face-à-face sur France 24 avec aujourd'hui une affaire complexe mais qui va nous permettre de nous pencher sur les rapports tout aussi complexes entre la France et la Tunisie. En résumé, deux neveux par alliance du président tunisien Ben Ali sont accusés d'être impliqués dans un trafic de vols de yachts au large de l'île française de la Corse et de la Côte d'Azur. Seulement voilà, Tunis souhaiterait les juger sur son territoire et la France ne semble pas opposée à cette requête au motif que les accusés sont tunisiens et résident en Tunisie. Dans l'opacité régulière qui caractérise les relations entre les deux pays, cette histoire est arrangée au rayon des accessoires douteux et sombres. Quel lien particulier existe-t-il vraiment entre la France et la Tunisie, étant donné que la seconde a été sous la férule coloniale de la première jusqu'en 1956 ? Pour débattre de cette affaire et des conséquences qu'elle entraîne, j'ai invité aujourd'hui à ma droite monsieur Larbi Beledi, qui est avocat au barreau de Versailles, et à ma gauche Nicolas Beau, qui est directeur de la rédaction du site web Bakshish Info. Alors, tout d'abord une précision juridique, monsieur Beledi. En quoi, qu'est-ce qui s'oppose à ce que ces deux personnes, il y en a plus, hein, mais on va résumer à ces deux personnes qui sont donc des neveux du président Ben Ali, soient jugées en France? Ce qui s'oppose, c'est tout simplement la convention franco-tunisienne d'extradition de 1972 qui, elle, ne permet pas l'extradition des nationaux tunisiens et réciproquement, donc, si ce concerne la France, ne peut pas extrader ces nationaux, tout simplement. Voilà, et donc je pense que c'est tout à fait légitime que, en tout cas, les avocats des frères Trabelsi ont souhaité que cette affaire soit, en tout cas, ou du moins leurs clients soient jugés en Tunisie. Ils ont tout simplement fait ce que la convention franco-tunisienne leur permet, tout simplement. Y compris même si les faits incriminés se sont déroulés en territoire français. Exactement, et c'est la convention, donc encore une fois franco-tunisienne, qui le permet. Alors, déjà, il y a une convention franco-tunisienne, vous venez de nous dire. Voilà. Monsieur Beau, elle a quelque chose de particulier, elle est particulièrement peut-être laxiste ou lâche, cette convention? Elle ne va pas très loin sur le plan juridique, puisqu'effectivement, elle n'oblige pas un pays voisin et ami comme la Tunisie à extrader des ressortissants qui ont... Il y a là quelque chose de contradictoire. Quelque chose qui pose un problème de fond. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où cette convention existe, le parquet d'Ajaccio, en disjoignant le cas effectivement des deux neveux par alliance du président Ben Ali et le cas des hommes de main qui ont volé effectivement ce yacht, ne fait rien que de légal. Donc là-dessus, il y a une disjonction de l'affaire qui n'est pas sur le plan purement juridique scandaleuse. Mais malgré tout, vous maintenez le fait si vous que voulez, c'est quand entre même deux pays amis, deux pays aussi proches, il serait quand même assez naturel que quand des dossiers accablants viennent à la connaissance de la Tunisie, que les ressortissants soient extradés pour être jugés dans des conditions de bonne administration de la justice en France. Je voulais juste rajouter que dissociation, en tout cas, de la procédure, ne veut absolument pas dire renonciation des poursuites concernant la France. Hein. Donc, c'est-à-dire la France peut continuer les poursuites et Exactement. demander quoi à ce moment-là? Non, mais d'abord, il y a un juge d'instruction donc tunisien qui est saisi de cette affaire aujourd'hui. Donc, il instruit le dossier. Il n'a toujours pas donné suite. Donc, il faudrait qu'il le fasse, en tout cas, par voie diplomatique aux autorités françaises. Et si, par hypothèse, donc, les Tunisiens ne donnent pas suite à cette décision ou ils ne le jugent pas, les autorités françaises sont dans l'obligation, en tout cas, de les juger en France même. En cas d'absence, ça c'est clair. Donc on peut imaginer ce cas de figure On où peut- le juge d'instruction tunisien... C'est un peu difficile, mais on peut l'imaginer, c'est une hypothèse. Non, c'est vrai qu'il est prévu que la justice tunisienne les juge dans un délai raisonnable. Dans un délai mais à mon raisonnable. avis, ils vont les juger, mais dans un procès qui sera absolument fabriqué. Et déjà, on en a des
des indices, puisque durant déjà la procédure judiciaire qui a eu lieu, le juge français s'est déplacé à Tunis et on lui a présenté un certain Naoufel, quelqu'un qui dans le passé a fait de la prison en France, n'est pas tout blanc-bleu, mais qui en tout cas n'a absolument rien à voir dans toute cette affaire, et qui est venu, qui avait été emprisonné quelques semaines avant l'arrivée du juge français, et qui est venu lui expliquer que c'était lui en fait l'intermédiaire, et que c'était lui qui avait porté à la connaissance des neveux du couple présidentiel l'arrivée de ce yacht, et que si les neveux se sont trouvés sur ce yacht à Tunis, c'est possible, mais c'était de sa faute, puisque c'est lui qui avait essayé donc de revendre le bouc émissaire total. Qui se plaçait lui-même en situation. Voilà, et donc c'est en gros, à mon avis, le procès qui va avoir lieu à Tunis va avoir lieu à peu près avec ces données-là, et les deux neveux vont bénéficier à la fin d'un non-lieu, et le malheureux Naoufel va retourner en prison où il a été placé il y a quelques... Et va prendre sur ses épaules l'ensemble de cette affaire. Voilà. Il faut peut-être pas anticiper sur le non-lieu. Ça, c'est vous qui le dites. Mais moi, en tout cas, je pense à partir du moment où il y a un juge d'instruction qui est saisi dans un pays indépendant, et surtout dans une indépendance de la justice qui est totalement, en tout cas garantie, je pense qu'on devrait tout de même donner... je dirais pas la chance, mais en tout cas attendre un petit peu ce qui va en advenir justement de cette instruction-là, tout en faisant confiance bien entendu à la justice tunisienne, mais sans anticiper. Je ne pense pas que tout était bouclé d'avance, parce que encore une fois, il y a le côté politique de cette affaire-là, parce que quoi qu'on dise, ça reste quand même un problème politique, même si on enlève un petit peu le côté du fait que les Trabelsi sont les neveux du président, on enlève cette donnée-là, le dossier est un dossier complètement banal. Il est un petit peu particulier que parce que justement il y a les neveux du président dans ce dossier-là. Alors précisément, justement, qu'est-ce qui gêne la France dans cette histoire-là, étant donné, comme vous venez de le dire, que deux neveux par alliance du président sont impliqués? Il faut comprendre qu'aujourd'hui, la Tunisie est devenue un État totalement clanique, où la famille de la présidente, de Leïla Trabelsi, la famille Trabelsi, 11 frères et sœurs, des multiples neveux, nièces, cousins, tiennent aujourd'hui les principaux leviers de la vie économique tunisienne, de l'immobilier, du tourisme, de l'import-export. Ils ont fait main basse sur la Tunisie, et aujourd'hui, ils sont absolument les maîtres chez eux. La justice est totalement instrumentalisée. Il faut savoir que Ahmed Trabelsi, qui est le neveu préféré... Sebedi disait qu'on ne pouvait pas douter de l'indépendance de la justice. Non, c'est totalement faux. Il n'y a pas de justice plus dépendante du pouvoir que celle de la Tunisie. Là, on est à un niveau de... si vous voulez, d'absence d'autonomie de la justice par rapport au pouvoir politique absolument total. Et il faut savoir qu'Ahmed Trabelsi, qui est un neveu très chéri, très aimé par la présidente, décroche son téléphone pour faire sortir quelqu'un de prison, ou au contraire pour embastiller quelqu'un qui est sur son chemin et qui lui a déplu. Il a aujourd'hui une espèce de statut d'après des pièces qui figurent au procès, c'est un véritable voyou. C'est pas moi qui le dis, c'est l'enquêteur de la société d'assurance du yacht, Jean-Baptiste Andréani, qui est assez connu parce qu'autrefois il s'était même occupé des voyages officiels sous Pompidou. Et il écrit noir sur blanc que c'est un voyou qui fait la loi et qui aujourd'hui bénéficie, dit-il, d'une totale impunité. Les membres de la famille de la présidente en Tunisie n'ont absolument aucune chance de se voir poursuivre pour quoi que ce soit. En revanche, ils peuvent faire persécuter sur le plan judiciaire qui ils veulent. C'est ça la réalité aujourd'hui de la Tunisie. Alors là, cette justice tunisienne est-elle comme celle que vient de décrire Nicolas Beau? Écoutez, ce n'est pas en tout cas à moi de dire quoi que ce soit sur la justice tunisienne. Moi, tout ce que je sais, qu'il y a quand même des institutions, comme en France, qui sont indépendantes, du moins ce qui ressort en tout cas de la constitution tunisienne. Maintenant, il faut voir la pratique. Moi, je ne suis pas avocat praticien en Tunisie, je ne vis même pas en Tunisie, donc je vois un petit peu comme vous et je commente un petit peu les choses. Maintenant, à partir du moment où il y a, encore une fois, dissociation de ce dossier-là, et surtout
que c'est à la demande du parquet français, donc en tout cas de Corse, qui a demandé à ce qu'il y ait des dissociations et que une partie de ce dossier-là soit traitée, en tout cas en ce qui concerne les frères Trabelsi en Tunisie, c'est qu'il y a bien, au moins, du moins en France, une certaine confiance en la justice française. Que vous soyez pas d'accord, ou que le citoyen lambda qui a une idée un petit peu particulière de la justice et de l'indépendance en Tunisie ne soit pas d'accord, c'est son choix le plus absolu, c'est son point de vue le plus absolu, et je le respecte. Maintenant, encore une fois, je vous dis, ce n'est pas la peine d'anticiper les choses, il faut attendre un petit peu ce qu'on va en donner de ce dossier-là, et ne pas dire dès le départ que combien même, il y a peut-être quelques, ils ont leurs entrées un petit peu en Tunisie, ça on le sait très bien, mais c'est pas pour ça qu'ils sont au-dessus de la justice. Donc encore une fois, faisons confiance à la justice tunisienne et on verra plus tard ce qui va en devenir. Moi, ce qui me gêne en tant que juriste dans ce dossier-là, c'est cette dissociation qui, elle est encore une fois légale sur le plan processuel, sauf que, et je comprends un petit peu la colère des avocats des autres parties, en tout cas, qui vont être condamnés en Corse, ils comprendront peut-être pas comment une partie des prévenus vont être jugés en France et les deux ou les trois autres en Tunisie. Donc il va bien y avoir, je pense, une certaine discrimination. Ils ne se gêneront pas donc de le dire et de le soulever devant le tribunal correctionnel. Et il faudrait quand même expliquer peut-être aux juges français qu'est-ce qui fait justement que l'ensemble des personnes soient poursuivies d'une manière générale et qu'il y ait cette différence de traitement dont je ne sais lié à quoi, ni à l'origine, ni à quoi que ce soit, qui fait justement que 2 ou 3 personnes soient jugées ailleurs qu'en France. Mais là encore, je pense que le tribunal trouvera la parade. S'il y a bien une situation différenciée ou un traitement différencié des frères Trabelsi, tout simplement parce qu'ils sont résidents en Tunisie et cette spécificité, Monsieur encore une fois... je voudrais qu'on en vienne quand même à un point important. Pourquoi y a-t-il, et depuis des lustres, cette opacité régulière, récurrente dans les relations entre la France et la Tunisie? La France se permet parfois quelques remarques sur l'Algérie, quelquefois sur le Maroc, jamais sur la Tunisie. Si vous voulez, là par exemple, pourquoi le parquet d'Ajaccio, à la demande du gouvernement français, a plaidé pour disjoindre l'affaire? Tout simplement parce que aujourd'hui, il y a eu un chantage très fort fait par la Tunisie sur les autorités françaises pour que Alors un chantage qui pèse sur quoi? Quel est le levier de ce chantage? Au printemps 88, M. Sarkozy va à Tunis. Eh bien, pour l'instant, à ce stade-là, le cas d'Imen n'est pas tranché. Le parquet, à ce stade-là, avait demandé qu'il soit renvoyé devant la justice française. L'affaire n'est pas disjointe. Eh bien, Leïla Trabelsi, l'épouse du président, ne va pas assister aux cérémonies officielles, ne va pas être présente et va, par son absence, montrer qu'elle est en total désaccord sur la façon dont on a traité le cas de son neveu. Mais qu'est-ce qui explique cette indulgence? Eh bien, parce que le fait qu'on accepte la Tunisie est un allié, est un allié sûr, est un allié très francophone, très francophile. Les élites tunisiennes sont très proches de nous de toutes sortes de façons. Et aujourd'hui, on estime, en tout cas la diplomatie française estime que la Tunisie constitue un vrai rempart contre le danger intégriste, etc., qu'elle a résolu le problème plutôt mieux que ses voisins algériens et marocains. Et à partir de ce moment-là, ce pouvoir-là... Qu'elle a résolu de quelle manière? Alors, elle a résolu par une répression absolument très brutale. Bon, mais alors là, il faudrait rentrer dans un certain nombre de détails, et notamment le fait que le courant islamiste en Tunisie n'avait pas la force qu'il avait en Algérie et au Maroc, et que donc c'était qui était quand même relativement un boulevard pour Ben Ali, qui succédait en plus à Bourguiba, qui lui avait fait avancer le pays dans le chemin du progrès économique, de l'émancipation des femmes, etc. Donc il avait quand même beaucoup d'atouts dans ses mains, et c'est pas sûr que la brutalité avec laquelle il a traité ce problème un jour ne se retourne pas contre lui. Aujourd'hui, en Tunisie, on assiste à une certaine islamisation, pas seulement des classes populaires,
ferme, y compris des classes moyennes, qui pourraient donc amener un certain nombre de surprises demain. Merci messieurs, merci infiniment d'avoir participé à ce débat. Vous êtes sur France 24 en français, en anglais, en arabe l'après-midi de 14h jusqu'à minuit. Merci infiniment de votre attention et bonne continuation.